Bienvenue sur le plateau de Plus d'Actu. On va s'intéresser à la prison de Harren. Aujourd'hui, ce village pénitentiaire devait répondre à tous les problèmes auxquels font face les détenus, leurs familles, la magistrature et les gardiens de prison. Mais 1 an et demi environ après son ouverture, il y a toujours des problèmes. Les familles se plaignent de problèmes d'accessibilité, les magistrats de transport, les gardiens de manque de personnel et ce sont les détenus qui en pâtissent. Alors, y a-t-il des réponses à chacun de ces problèmes ou bien s'est-on trompé et peut-on, d'une manière ou d'une autre, corriger le tir? On va voir cela avec 2 spécialistes de ce dossier, celui des prisons. On accueille un député fédéral et le président de la CSC Service Public. Bienvenue messieurs, Khalil Awasthi, vous êtes député fédéral pour le Parti Socialiste, vous suivez ces questions. Mohamed Bercha, vous êtes le président de la CSC Service Public, vous connaissez très bien les prisons. Quelle est d'ailleurs aujourd'hui la situation à la prison de Harren? Elle devrait pouvoir accueillir 1200 détenus, on n'y est pas, faute de personnel, c'est ça? Entre autres, faute de personnel et faute de place. Puisqu'en ce moment, des prévenus occupent un bâtiment qui était destiné à des internés. Donc pour l'instant, on met une rustine, on met des prévenus à un endroit qui est destiné à une autre catégorie de détenus. Le personnel, évidemment, bon, là, il n'est pas occupé complètement. Donc c'est un petit nombre de personnels qui assurent la surveillance de ces prévenus-là. Oui. Parce qu'il y a eu des job days et la prison essaye de recruter. On peut reconnaître à la direction d'ailleurs la volonté de mettre en place des choses pour attirer des travailleurs dans la prison. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à remplir le cadre d'après vous ? Effectivement, on fait des job days, on fait même des Rosetta, donc des premiers emplois jeunes de moins de 26 ans, mais malheureusement aussi le profil. Certains effectivement postulent et arrivent dans l'établissement, mais ils réalisent dans quel contexte ils sont. Donc des conditions de travail qui ne sont pas évidentes. Pour certains, c'est un premier emploi, donc et il ne faut pas oublier non plus que c'est un métier de communication. Donc ce n'est pas des dossiers qu'on gère, c'est des gens, enfin des hommes et des femmes, avec les problématiques qu'on connaît. Donc voilà, pour certains, c'est pas évident. Et on constate aussi des échecs. Donc on doit licencier des gens parce que, bon, pour des motifs divers et variés. Donc, mais bon, voilà, c'est compliqué. Alors, revenons sur ces détenus qui ont été transférés à la place d'internés. C'est peut-être pas clair pour le grand public. C'est quoi? Il y a le détenu ordinaire et puis celui qui a besoin d'un accompagnement psychiatrique plus important. Et en quoi ça change qu'on mette des détenus d'un côté plutôt que de l'autre? Disons qu'il y avait un bâtiment qui n'était pas occupé. Et donc, à certains moments, vu la surpopulation, on revenait à faire des duos, des trios. C'était inacceptable, puisqu'au début, l'autorité locale... Normalement, c'est quoi? Une personne par cellule, et puis on en mettait quoi? 2, 3? Voire 2 pour ceux qui le souhaitent, parce que bon, certains souhaitent également avoir quelqu'un avec eux. Bon, on ne peut pas rester seul. Mais donc voilà, il y a à certains moments, l'idée d'arriver avec la surpopulation, de faire des trios, ce qui était inacceptable, puisqu'on n'a pas quitté Forêt et Saint-Gilles pour revenir à des situations qu'on a connues par le passé. Et donc, il fallait mettre des trios, c'est qu'on n'a pas accepté. Finalement, on a trouvé ce bâtiment qui n'était pas encore occupé par des internés et qui sert d'appel d'air pour les prévenus pour l'instant. Khalil Awasthi, du côté politique, on est conscient de cette situation que décrivent les syndicats. Et finalement, c'est un échec. 1 an et demi après, pratiquement, on n'est plus en période de rodage, là. Non, on est conscient. C'était la chronique d'un échec annoncé, il faut pouvoir se le dire. Il y a déjà 1 an et demi, lorsque la prison de Harren était sur le point d'ouvrir, on indiquait que les délais étaient trop courts. Parce qu'on était encore dans les travaux, qu'il n'y avait que très peu de recrutements qui étaient réalisés. Lorsqu'on avait interpellé à l'époque le ministre de la Justice, il a indiqué que les recrutements étaient en cours. C'était positif, puisqu'effectivement, je pense qu'il y a une vraie dynamique de recrutement, mais on voit aujourd'hui qu'il manque à peu près 250 agents pour faire en sorte que le cadre soit plein à la prison de Harren. Il est donc impossible, avec 250 agents de moins, de permettre finalement à ce que l'ensemble des détenus qui étaient prévus à la prison de Harren y soient. Sinon, ça serait dangereux tant pour les détenus que pour les agents eux-mêmes. Et donc, fatalement, par ricochet, on maintient quoi? On maintient Saint-Gilles ouvert qui devait, lui, fermer, et on postpose systématiquement la fermeture de la prison de Saint-Gilles, alors même que les conditions de détention à la prison de Saint-Gilles sont désastreuses. Et donc oui, il y a un problème, effectivement, manifeste à la prison de Harren. Alors, sur la prison de Saint-Gilles et sa fermeture annoncée pour la fin de cette année, c'est la date, vous y croyez ou qu'est-ce qui pourrait se produire? On y croit, mais surtout, ça doit être une exigence. À un moment donné, l'objectif n'est pas d'augmenter, des capacités carcérales de manière infinie en Belgique,
psychologique, et 2, c'est d'assurer que les places en prison soient des places dans lesquelles la dignité humaine peut être respectée. Or, si on a fermé Forêt dans un premier temps et si on ferme Saint-Gilles dans un second temps, c'est parce que la dignité humaine ne pouvait plus y être respectée. Ce qui fait qu'il y avait de la violence à un univers carcéral qui est déjà violent, donc de la violence s'ajouter à la violence, fait que les détenus étaient donc dans un cadre qui n'était pas propice à l'apaisement. Ça mettait en danger les détenus et ça met en danger les agents pénitentiaires. Mohamed Bercha, sur les 250 emplois à pourvoir, on parle quoi? De gardiens de prison? Pas que, en fait. Ça pose une série de problèmes aussi, dans l'accompagnement des détenus. C'est ça que vous me disiez quand on préparait l'émission aussi. Bien sûr. Il n'y a pas que le cadre de surveillance qui est important, mais tout, l'équipe soins, c'est une catastrophe. On ne trouve pas d'infirmiers psychiatriques, on ne trouve pas de psychologues. Le cadre administratif pour le greffe, pour gérer les dossiers. Il y a un retard de dossiers, de gestion de dossiers. Des détenus qui sont dans les conditions d'avoir des sorties ou des congés, ils ne sont pas traités. Il y a des départs de directeurs aussi, qui sont remplacés par des nouveaux directeurs, qui ne viennent pas nécessairement de la justice ou qui sont aussi en formation. Donc tout ça, ça prend du temps. Mais le détenu n'a pas le temps. Donc si lui, il connaît son dossier, il le maîtrise. S'il est dans les temps pour demander des PS, il le fait, mais malheureusement, parfois, des PS, des permissions de sortie. Et donc, il y a des cas, c'est multiplié par autant, des gens qui sont dans des conditions qui, malheureusement, leur dossier n'est pas traité parce que le directeur en question n'est pas là ou un autre ne l'a pas traité. Enfin, voilà. Et en plus, ça fait de l'attention supplémentaire au quotidien. Il y a eu une grève il y a quelques jours. Vous pensez qu'il y aura d'autres actions prochainement? Rien n'est fermé, mais c'est continuellement. Et on a beau interpeller, on ne fait pas grève pour le plaisir de le faire, ça pénalise tout le monde et c'est pas un plaisir de le faire. Mais ici, c'est chaque fois un appel en disant, voilà, assumez vos responsabilités. Les maisons de détention, c'est pas nous qu'on l'a créé, on l'a pas demandé. On met en place des structures, mais ces agents qui sont là, c'est des agents qui viennent des prisons. Hein. C'est des agents, c'est un cadre qui existe auparavant, qui était dans les établissements pénitentiaires, qu'on a récupéré là, qu'on a mis dans les maisons de détention. Khalil Awassi, sur cette pénurie de personnel qualifié, on l'a dit, des infirmiers, des médecins, des directeurs, des administratifs, là, il n'y a pas moyen de faire quelque chose? On ne peut pas détacher des gens d'autres administrations? À une époque, on a appelé des militaires pour surveiller les cellules. On ne pourrait pas aller chercher quelque part des gens qui savent gérer ce genre de situation? On pourrait, mais je pense qu'il faut aussi pas minimiser le travail finalement de gardien de prison, d'agent d'accompagnement et ainsi de suite. Ça serait tellement facile de pouvoir dire on vient, on détache quelqu'un et on le met. Ça voudrait dire finalement que le travail de gardien de prison ou d'agent d'accompagnement est un métier facile. Non, c'est un métier pour lequel il faut se former. Il y a une dimension sociale, il y a une dimension psychologique, il y a une dimension d'accompagnement, puisque l'objectif finalement de la détention, c'est la réinsertion. Et donc il faut pouvoir accompagner tous ces détenus vers la réinsertion. Simplement dire détacher des militaires et les mettre en prison. J'ai dit des militaires, mais on pourrait aller au SPF Justice, par exemple. Oui, mais sur l'exemple, ce sont des personnes qui ne sont pas qualifiées à ce travail-là, à ce travail de contact, à ce travail de terrain. On ne sait pas les former, on ne sait pas, vu la gravité, l'urgence de la situation, faire quelque chose. La question, elle est là. C'est lorsqu'il y a 18 mois, on commençait à engager des personnes, on leur disait attention qu'il y a un délai de formation, et les délais de formation sont entre 12 et 18 mois minimum. Et donc, il y a 18 mois, alors même qu'on engageait et que l'on ouvrait, on était déjà en retard, puisque le seul délai de formation faisait qu'un agent formé l'aurait été au minimum 18 mois après l'entrée en fonction de la prison de Harren. Et donc là, il y a un problème. Et donc, effectivement, on court après le temps aujourd'hui. Et il faut le faire de manière progressive, pas n'importe comment. On l'a vu, le centre de psychiatrie légale de Bruxelles. C'est un centre de psychiatrie légale qui est nécessaire. Je ne sais pas si vous avez visité la prison de Saint-Gilles, mais aujourd'hui, les internés, c'est-à-dire des personnes qui ont commis des infractions et qui ont été considérées comme irresponsables parce que, par exemple, troubles mentaux, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est des personnes qui sont dans une cour, qui tournent en rond. C'est impossible de pouvoir offrir un accompagnement psychiatrique et des soins à ces personnes dans les conditions de la prison de Saint-Gilles. C'est la raison pour laquelle on avait décidé de mettre des moyens à Harren, et c'était positif. Et ces moyens ne sont pas utilisés. Alors, concernant la prison de Saint-Gilles, la prison de Harren, il y a eu, il y a un an, un colloque organisé par des observateurs avisés du secteur. C'était à Lucé-Louvain. Et je vous propose d'écouter deux interviews, deux intervenants à ce colloque qui ont des critiques très précises et auxquelles on va pouvoir répondre, et en tout cas qu'on pourra commenter. Extrait.
L'architecture est tellement grande, les bâtiments sont tellement éloignés que le personnel ne peut pas non plus se déplacer, voir les différents collègues. Et donc on a finalement beaucoup plus un effritement du lien, tant entre agents et détenus. Chaque petit problème technique qui va se poser dans la prison, on va toujours dépendre du partenaire privé, donc d'une entreprise privée qui va venir changer une ampoule, qui va venir réparer un problème de téléphone, un problème de télévision, et qui sont extrêmement fréquents. Et au niveau des détenus, évidemment, ils sont en quelque sorte victimes de ce rodage. Alors nous sommes là pour exercer la surveillance au niveau du respect des droits des détenus. Et cette surveillance, mais elle aussi, évidemment, pâtit de cet aspect-là des choses. C'est-à-dire que la surveillance elle-même, elle est mise à mal. Alors, Khalil Awasti, sur l'organisation du bâtiment, on n'a pas réalisé quand on a validé les plans, quand on a pensé ça, quand on a demandé le permis, qu'on construisait quelque chose de tellement énorme que ça poserait des problèmes. On ne s'est pas posé cette question-là à l'époque ? Si, à mon sens, cette question a été posée. Et je pense que l'ambition de la prison d'Aaron, et après, on peut toujours faire le commentaire a posteriori, mais l'ambition de la prison d'Aaron était vraiment de créer un espace qui soit différent du cadre carcéral qu'on connaissait jusqu'à présent. Plus ouvert, aussi, où les mélanges peuvent se faire, de telle manière aussi à simplement ne pas enfermer 23 heures sur 24 un détenu, comme c'était le cas, comme c'était à Forêt, et comme c'était le cas à Saint-Gilles. Et donc cette ambition, elle est là, elle existe. Et ça, Mohamed Bercha, vous pouvez reconnaître qu'on a quand même un peu réussi ça, l'architecture du bâtiment, ou même ça vous irrite ? Vous levez un peu les yeux au ciel. Donc, oui, mais il faut savoir d'où on vient. Donc, je rejoins tout à fait ce que dit monsieur. Enfin, on vient de Forêt, on vient du Moyen-Âge. Pour arriver, je veux dire, voilà, une prison high-tech. Mais bon, la transition, c'est vrai, on la salue tous, mais dans le quotidien, je rejoins tout à fait ce que dans le reportage que les personnes ont dit. Dans le quotidien, c'est complètement compliqué. Hein, justement, alors apparemment beaucoup de problèmes techniques dans cette prison. Oui. Vous l'avez vous-même qualifié de high-tech. Ça, vous le confirmez aussi, parce qu'on n'a pas ce retour. On nous dit pas spontanément que les télés tombent en panne, les portes, les parlophones. C'est ça là. Oui, mais les détenus utilisent encore du papier. Parce qu'au départ, c'était encore c'était l'idée du high-tech que les détenus pouvaient envoyer par une sorte de mail interne au greffe, à la comptabilité, au service qu'ils voulaient. Et ils sont encore au papier. Mais non, apparemment, ça se met en place. Mais il a fallu 1 an et demi pour que ça commence à être efficace. Enfin, qu'on commence à l'utiliser. Mais ils sont encore au papier. Et le partenariat public-privé qui apparemment n'est pas aussi opérationnel que ce qu'on nous a vendu Je pense que le privé, il a pris le contrat et puis après, il a utilisé Aaron comme laboratoire. C'est mon interprétation. C'est la même, vous aussi, vous pensez qu'il y a une faiblesse dans le partenariat public-privé ? Oui, ça, on l'a toujours dit, on est contre les partenariats publics-privés sur des matières régaliennes. La prison d'Aaron était une décision qui existait bien avant qu'on y soit. Il faut assumer la suite puisqu'elle existe aujourd'hui, mais nous ne sommes pas favorables à des partenariats publics-privés pour la gestion de matières régaliennes et la prison en est une. Alors, dans les griefs qui sont revenus récemment concernant la prison, il y a la question de son accessibilité. Les derniers à avoir tiré la sonnette d'alarme, ce sont les familles. C'est vrai, ça, Monsieur Bercha, que les familles ont du mal à se rendre. D'après des collègues qui ont fait le test, l'arrêt de bus le plus proche est à une 65 de la Stib et elle est à 10 minutes à pied de là. Oui, tout à fait, je confirme. Ouais. Même pour le personnel, même les Bruxellois sont dans les mêmes difficultés que les visiteurs. Donc ceux qui habitent Bruxelles ou même Scarbeck, qui est pas loin, donc ils sont dans les mêmes difficultés, arriver à l'heure, Donc beaucoup prennent leur voiture ou soit des transports en commun via les trains, etc. Bon, il y a une navette qui fait Gare du Nord, d'Iguem ou à Rennes, et puis ensuite il y a une navette qui fait le chemin jusqu'à la prison. Mais effectivement, des fois je suis même, quand je vois les visiteurs, les familles qui arrivent pour visiter les détenus, je me dis que c'est pas arriver jusque-là, c'est compliqué. Khalil Awasti, vous allez me dire, vous êtes député fédéral, pas bruxellois, mais qu'est-ce qui s'est passé à Bruxelles ? On n'a pas pensé à un moment donné, on n'a pas suffisamment parlé de la prison de Aaron et du fait qu'il faudrait que des gens aillent jusque là-bas, personnel, famille. Je pense que c'est une discussion qui a eu lieu déjà depuis quelques années et il doit y avoir des discussions, je pense qu'il y en a eu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement bruxellois pour voir comment améliorer le transport jusque-là. Il y a la gare, effectivement, il y a la navette depuis la gare du Nord et il avait été discuté d'une ligne de bus qui doit aller jusqu'à la prison de Aaron parce que ça reste un pôle et ce pôle doit pouvoir être accessible pour plein de raisons, pour les familles lorsqu'elles viennent visiter, effectivement, pour les travailleurs parce que c'est l'ambition d'avoir un maximum de travailleurs bruxellois
que d'aller à la prison de Est-ce qu'on Harren. peut faire quelque chose? Vous direz, vous êtes au fédéral, mais enfin, est-ce qu'on peut Oui, mais je pense interpeller d'une manière ou d'une autre? Malheureusement, une ligne de bus ne se crée pas en un claquement de doigts, mais je pense qu'il y avait une intention et une discussion conjointe entre les deux gouvernements, le fédéral et le régional bruxellois, que pour matérialiser une ligne de bus le plus vite possible. Où ça en est, je ne le sais pas, mais je pense qu'il y a cette intention et qu'elle existe toujours. Elle est essentielle, je le disais, pour les prisonniers, pour leurs familles, pour les travailleurs, mais pour les prisonniers aussi, lorsqu'ils sont en permission de sortie, lorsqu'ils doivent faire des démarches administratives, ils ne doivent pas perdre 2 heures, 2 heures et demie aller-retour dans les transports en commun, ils doivent pouvoir être le plus efficacement aller dans le centre-ville, faire leurs démarches administratives et revenir ensuite en prison. Alors on a aussi parlé de ce détenu accusé de trafic de drogue et qui a été libéré parce que, en fait, il n'a pas pu se rendre au palais dans les délais et lui, il n'était pas en transport public, il était en convoi sécurisé. Qu'est-ce qui se passe, Mohamed Bercha? Les convois ne trouvent pas le chemin un an et demi après entre la prison et le palais de justice? Non, je vous rassure, le chemin est bien connu. Oui, bon, voilà. Cet événement-là, je ne le connais pas, mais il y a eu, sur Harren, on a prévu des séances pour les magistrats. Ils ne viennent pas. Donc on a construit des choses là, pour que les détenus n'ont pas à se déplacer, donc peuvent le faire sur place, et on ne l'utilise pas. Les magistrats ne viennent pas, même pour les avocats. Ce sont les fameuses salles d'audience dans la prison. Ah, oui. Et donc vous dites que c'est les magistrats qui ne veulent pas... Si j'en vois pas, c'est qu'ils ne viennent pas. Ou qu'ils ne veulent pas, ou qu'il n'y a pas une volonté des magistrats de venir. J'imagine que, pour un avocat, c'est pareil. Je veux dire, aller sur Harren, plaider, puis repartir dans un autre cabinet, aller dans d'autres prisons, c'est compliqué. À Forêt, ou à Bracandal, ou à Saint-Gilles, c'était facile. Le palais de justice, c'était à 2-3 km, c'était accessible pour tout le monde. Maintenant, vu la mobilité, c'est compliqué pour tout le monde. Khalil Awasti, on ne peut pas contraindre les avocats, les juges à se rendre à la prison en expliquant que ça éviterait par exemple aux détenus un déplacement et des retards vers le palais de justice? Je pense qu'il y a même un blocage politique sur l'usage de ces salles d'audience. Il y a en tout cas une conviction chez nous et dans ma formation politique qu'on ne juge pas les gens en prison. Il faut une scission claire entre le monde carcéral et le monde judiciaire. Le monde judiciaire doit aussi répondre à un protocole qui offre les garanties d'indépendance, d'impartialité pour un détenu lorsqu'il arrive, et de voir finalement cette proximité, voir cette intégration du judiciaire dans la prison est symboliquement un réel problème. Je pense que légalement, il y a aussi un problème, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui juger en prison. Ça, c'est une autre discussion. On peut désacraliser, entre guillemets, une pièce sur le côté et décréter que ce serait mieux, au moins pour le détenu. Ça fait les affaires de l'avocat. Enfin, ça ne fait pas les affaires de l'avocat, ça embête le magistrat, mais pour le détenu, c'est peut-être plus pratique d'être jugé à 5 minutes de sa cellule que de devoir être trimballé en convoi sécurisé, sous escorte policière. C'est même moins traumatisant. Mais je ne sais pas si c'est pour le détenu que ça doit être plus pratique. Est-ce qu'il est plus pratique pour lui de se déplacer à 5 minutes à pied et d'aller à sa salle d'audience, ou il est plus intéressant pour lui d'aller dans un vrai palais de justice, avec toutes les conditions finalement du palais de justice, de ne pas simplement sortir de sa cellule et aller dans une salle, un peu comme il irait en visite familiale ou ailleurs, mais d'avoir un vrai processus et un vrai cheminement. Je pense que la symbolique dans la justice est quelque chose d'important, dans l'amendement du détenu est quelque chose d'important, et puis dans la sanction qui peut être éventuellement prononcée est aussi importante. Et que cette symbolique du palais de justice reste pour nous cardinale. Et alors, sur la difficulté à acheminer les détenus par convoi sécurisé depuis la prison de Harren jusqu'au palais, Mohamed Bercha, là, il y a des solutions qu'on peut mettre en place. Vous voyez, les trajets sont plus longs que quand on partait de Saint-Gilles, mais voilà... Je veux dire, ce système-là, on n'en a pas demandé. Donc au départ, on nous a vendu ces fameux palais de justice. Et je rejoins tout à fait ce que dit M. Wasti. C'est vrai que pour beaucoup d'avocats... Les avocats sont montés au créneau. Ça, moi, je les ai interrogés sur BX1, oui. On en a eu en plateau, ils l'ont dit. Ça heurtait beaucoup de monde, mais la décision a été prise. Elle n'est simplement pas mise en œuvre, en fait. Je pense que ce qu'ils disent est tout à fait correct, en disant, voilà, le palais de justice, c'est un palais de justice. Donc c'est un endroit où les choses doivent être jugées de manière impartiale. Effectivement, mettre des séances juste à côté d'une prison, on ne sait pas trop, il y a, je veux dire, l'amalgame entre la prison et le palais de justice. Et vous savez, comme je dis, chacun voit midi à sa porte et on voit la situation bruxelloise, mais les détenus de Lantin doivent aller jusqu'à Liège, ils doivent aller jusqu'au palais de justice de Charleroi, Jamioux, ils doivent aller, et ainsi de suite, et les prisons ne se trouvent pas à côté de la porte du palais de justice, et on arrive bien à organiser. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à des détenus d'arriver dans de bonnes conditions? Parce que là, clairement, ça a été un coup de gueule de la magistrature qui s'est énervé qu'un détenu n'arrive pas dans les temps pour l'audience. Il a dit, on le libère, il ne va pas plus se défendre. Il faut organiser les conditions du déplacement. Et croyez-moi, je suis aussi avocat, je l'ai été, j'ai exercé pendant des années.
quand les détenus étaient à Saint-Gilles ou à Forêt, il arrivait aussi que des détenus n'arrivent pas au palais de justice. Donc ce n'est pas un phénomène qui est propre à la prison de Harren, c'est juste une question d'organisation du service et de moyens à mettre dans le service pour permettre aux détenus de se déplacer et d'avoir accès à leur salle d'audience. Parlons de ce que Khalila Ouasti évoquait un peu par la bande, les détenus des autres prisons du pays. D'abord, vous reconnaissez quand même qu'il y a certaines améliorations à la prison de Saint-Gilles, à la prison de Harren, ça vous pouvez quand même le reconnaître. Oui. Vous m'aviez dit dans un débat précédent, je ne mettrai pas mon chien en prison. Vous le metteriez à Harren quand même? Pas le chien. Mais je veux dire, vous, ce qui est paradoxal, c'est que vous demandez à un ex-détenu de Forêt s'il préférait choisir à rester à Harren ou retourner à Forêt, vous serez étonné de la réponse. Parce que à Forêt, la détention était voulue dans le sens que, vu les conditions d'hygiène, etc., il y avait l'autorité locale à l'époque avait mis en place un système d'ouverture. Donc le détenu était plus souvent à l'extérieur de sa cellule qu'à l'intérieur. Ici, malheureusement, même le travail pénitentiaire, de ce qu'il y a, il faut le couper en plusieurs. Enfin, il faut le couper en plusieurs. Hein. Donc les gens travaillent en moyenne 3 jours semaine pour pouvoir partager le travail avec d'autres. Maintenant, il y a des prévenus qui ne travaillent pas. Et maintenant, on va mettre des prévenus au travail. Mais le travail avec des condamnés, enfin, voilà. Sur les détenus des autres prisons et le fait qu'il y ait du mouvement, jusqu'à présent, on ne les envoie pas à Harren. On n'a pas le personnel, vous allez me dire. On les envoie à Saint-Gilles. Vous en pensez quoi? Vous vivez ça comment? C'est quoi votre commentaire de syndicaliste? Disons qu'au départ, l'accord était que Saint-Gilles devait rester comme un appel d'air pour Harren. Malheureusement, comme il y a de la surpopulation un peu partout, là où il y avait des problèmes et des soucis, qu'est-ce qu'on fait? On déplace le problème et on le met ailleurs. Et donc, c'est ce qui s'est passé, que ce soit à Mons ou ailleurs. On met l'excédent de détenus, on l'avait mis à Saint-Gilles, ce qui fait que pour Harren, cet appel d'air qu'on avait n'existait plus. Et donc, finalement, on avait cette surpopulation qui est arrivée. Et là, on commençait à parler de mettre des trios, des tuyaux. Et donc, c'était pas admissible. Il y a eu des décès en 1 an et demi à la prison de Harren. C'est malheureusement quelque chose qui se produit, mais vous avez quoi comme élément, comme information là-dessus, vous? Non, en général, les cas que je connais, c'est des suicides. Donc il y a des suicides à Harren. Dernièrement, il y a aussi, il arrive aussi d'avoir des décès de mort naturelle. Donc voilà. Mais pour celui qui n'est pas habitué à avoir un décès, ou dernièrement, quand vous devez annoncer à la famille que votre conjoint est décédé, etc. Donc voilà, c'est pas évident à gérer tout ça. Et donc ça veut dire que la prison ultra connectée n'empêche pas ce genre de mort. Et je vais même au-delà de ça. Tous les jours, il y a des largages. On lance des stupéfiants, on retrouve des GSM. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, dernièrement, la police avait trouvé un colis suspect qui a demandé à pouvoir aller sur le chemin de ronde. Donc, c'est le fameux mur qui donne de la prison. Oui, on retrouve assez régulièrement des largages. Khalila Ouasti, dans le peu de temps qui reste d'ici la fin de la législature, on peut faire quelque chose en urgence? C'est quoi? Débloquer des moyens, mettre un peu plus de bonne volonté du côté de l'administration, voire du ministre de la Justice? Mais je pense qu'il faut... les moyens pour le personnel, je pense, eux, sont débloqués. Le problème, c'est qu'il faut mettre en route les moyens humains que pour engager et former. Et ça fait 18 mois qu'on le dit, il faut mettre les bouchées doubles entre le fédéral, les autorités régionales, puisqu'il y a tant le VDAB, le Forum 4 Tiris, qui sont en capacité, finalement, de pouvoir engager et former, avec les organismes de formation, des agents pénitentiaires. Ça, c'est vraiment la priorité des priorités. La deuxième priorité, pour moi, c'est de fermer Saint-Gilles le plus vite possible. Qu'est-ce qu'on fera après à Saint-Gilles? Ce sera un gros enjeu du prochain gouvernement, j'imagine? Ça sera un gros enjeu du prochain gouvernement, mais j'espère qu'on en fera autre chose qu'une prison. Merci à tous les deux d'être venus faire le bilan assez critique de cette méga prison de Harren, ce village pénitentiaire. Le journal, ce soir, à 18h, vous est présenté par Valérie Leclerc. Merci d'avoir choisi BX1. Demain, vous retrouverez Fabrice Grosfilet dans ce studio de Plus d'Actu.